AJPI, association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je reçois Cynthia Illouz, fondatrice du média The Woman Voice, vice-présidente d'ONU Femmes et autrice du premier livre sur le procès de Mazan, La déflagration, aux éditions de l'Observatoire. Mais tout de suite, engageons-nous pour repenser la lutte contre les violences sexuelles. Le procès de Mazan, qualifié de procès historique par les plus de 150 journalistes de la presse nationale et internationale qui l'ont suivi, a provoqué un véritable séisme dans la perception des violences sexuelles en France. Il a non seulement révélé, au travers des plus de 20 000 preuves récoltées par les services de police, l'horreur des violences infligées à Gisèle Pelicot, mais il a aussi exposé les défaillances profondes de notre système judiciaire face à ces crimes. Dès l'ouverture du procès, la déqualification des viols en scène de sexe par le président de la Cour et quelques jours après les propos du maire de Mazan, là où les faits se sont déroulés, je le cite, ça aurait pu être plus grave, il n'y a pas eu d'enfants impliqués et après tout, personne n'est mort, ont posé la question fondamentale de la minimisation des violences sexuelles et de la culture du viol dans notre société. 51 mises en cause, 51 accusés, tous coupables, 17 ont fait appel, tous ont banalisé les actes, leurs viols. Certains évoquant un malentendu, d'autres l'acceptation tacite de Gisèle Pelicot. Un phénomène courant que l'on appelle le victim blaming, une mécanique implacable où l'agresseur et ses actes s'effacent derrière un comportement supposé suspect de la victime. La normalisation de la violence et de la soumission dans les contenus pornographiques où 90% des vidéos montrent des actes de violence physique et sexuelle contribue à cette banalisation des violences dans la réalité. Face à cette consommation accrue de pornographie, notamment par les plus jeunes, la question que soulève également le procès de Mazan est de savoir jusqu'où la société va tolérer cette déshumanisation des femmes sous couvert de liberté sexuelle. Ce procès a aussi démasqué l'angle mort des violences sexuelles, celui de la soumission chimique et de l'utilisation de médicaments comme mode opératoire, des pratiques qui traduisent la préméditation de l'agresseur. L'Observatoire français des drogues et toxicomanie indique une augmentation considérable des cas de soumission chimique en Europe. En France, cette méthode est impliquée dans 20% des plaintes pour viol. Si Gisèle Pelicot est devenue un symbole de la lutte contre les violences sexuelles, la BBC la distingue parmi les 100 femmes les plus influentes de l'année, la réalité des violences sexuelles en France reste terrifiante. Toutes les 2 minutes, une femme est victime de viol ou de tentative de viol. Dans 96% des cas, l'auteur est un homme. 73% des plaintes pour violences sexuelles sont classées sans suite. 94% pour les plaintes pour viol. 8 victimes sur 10 ne portent pas plainte par peur, honte, culpabilité, manque de confiance dans la justice ou par la banalisation des violences sexuelles qui demeurent profondément ancrées dans les salles d'audience. Dans un système où à peine 2% des agresseurs sont condamnés, cette réalité doit nous interpeller et nous faire réagir. Les travaux sur la définition pénale du viol viennent de prendre fin. Véronique Rioton et Marie-Charlotte Varin, députées, respectivement présidente et vice-présidente de la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale, viennent de rendre leur rapport. Leur conclusion est sans ambiguïté. Pour instaurer une vraie culture du consentement, il faut réformer la définition pénale du viol, y intégrer la notion de non-consentement et préciser les cas où le consentement ne saurait être déduit. La proposition de loi est déposée. C'est une étape importante, ce n'est pas la fin du chemin. Car le viol reste un crime massif qui nécessite une action globale, des moyens financiers, une politique de répression, de protection, de prévention, de formation. En conclusion, une véritable volonté politique. Bonjour Cynthia Illouz. Bonjour Muriel. Vous êtes la fondatrice du média The Woman Voice, vice-présidente d'ONU Femmes. Vous venez de publier un livre qui est sorti d'ailleurs il y a quelques jours. Très peu de temps après la clôture de ce premier procès, il y aura vraisemblablement une suite, puisque sur les 51 accusés condamnés, 17 ont décidé de faire appel. Quand avez-vous pris la décision d'écrire sur ce procès que l'on a qualifié d'historique ? Alors absolument dès le début du procès, parce que j'ai été choquée, comme énormément de Françaises et de Français, par l'ampleur de cette affaire, avec autant d'accusés, maintenant on peut dire autant de violeurs. Et ça a été vraiment une réaction épidermique, le besoin d'écrire finalement l'indicible, de mettre des mots sur ce que c'était, et puis tout de suite de pouvoir aussi vulgariser un certain nombre de concepts qu'on a employés très rapidement à la télévision, la culture du viol, essayer d'expliquer ce que c'est que le phénomène aussi de blâme des victimes, d'objectification des femmes, expliquer aussi les conséquences, les traumas sur les victimes,
de violences sexuelles, de soumission chimique, quelle place aussi pour les hommes dans ce combat qui est très important. Donc voilà, ça a été vraiment dès le début, j'ai souhaité avancer. C'était aussi une forme de résistance de ma part. Alors ce livre, il est important, hein. Évidemment, je l'ai lu, il est formidable. Il est formidable parce que d'abord, il raconte cette histoire absolument incroyable, mais parce qu'il est surtout extrêmement pédagogique et comme vous venez de le dire, il permet de comprendre à ceux qui ne sont pas formés, sensibilisés aux violences sexuelles, ce qui peut conduire à des situations de ce genre et surtout quelles en sont les conséquences. Donc évidemment, je vous invite tous à le lire. Alors vous avez fait, vous, plusieurs allers-retours au tribunal d'Avignon hein, entre septembre et décembre 2024. Vous avez été présente à différentes étapes de ce procès. J'imagine que ça n'a pas dû être facile. Comment vous avez vécu ces moments? Quelles émotions avez-vous ressenties? Enfin, comment c'était dans cette salle d'audience? C'était très lourd. Vous savez, la salle, elle est assez petite. Il y a quand même 51 hommes qui étaient présents, donc ces accusés, 35 avocats. Alors, ils n'étaient pas là tous, tout le temps, mais enfin, il y en avait un certain nombre. On était aussi de très nombreux journalistes, mais il y a eu des moments un peu plus creux, on va dire, lorsque chacun témoignait de son parcours de vie, comme disait le président de la Cour. Et moi, j'ai eu une réaction assez forte quand j'entendais surtout les avocats qui essayaient de trouver des excuses vraiment invraisemblables à leurs clients. Bon, j'avais très envie de réagir. Bon, c'est évidemment pas le cas parce que voilà, chacun est à sa place et nous, en tant que journalistes, observateurs, on peut pas évidemment réagir. Mais il y a des moments, j'étais très choquée par ce que j'ai pu entendre. Alors, il y a eu des moments, dès le début, hein, il y a eu des moments qui nous ont laissé pantois. Hein, je veux dire, on a été extrêmement surpris quand Roger Arata a requalifié les viols en scène de sexe. Déjà, ça a été une surprise totale. Et ensuite, il y a eu aussi ce moment où ce même président a décidé de suspendre la diffusion des vidéos des violences commises parce que la défense les jugeait comme trop obscènes, indécentes et choquantes pour être présentées au public. Alors que Gisèle Pelicot, elle-même, avait souhaité que ce procès ne se tienne pas à huis clos. On a tous perçu cette décision comme une tentative de dissimuler la réalité des violences. La presse a fortement réagi. Pensez-vous que la situation aurait été différente s'il n'y avait pas eu cette réaction de certains médias? Pensez-vous que finalement ce président aurait supprimé la diffusion de ces vidéos? Je pense qu'en effet, dans ce procès, il y a eu quelque chose de très important, c'est qu'il y a eu un bras de fer entre les médias et finalement le tribunal. Parce que comme vous l'avez dit à l'instant, le président avait requalifié au départ les faits en disant on va parler de scène de sexe, qui était absolument aberrant parce que évidemment ces hommes étaient jugés pour viol ou tentative de viol, qu'il y avait déjà 20 000 preuves qui étaient présentes de très nombreuses vidéos et que les policiers eux-mêmes avaient décrit les faits comme étant des viols. Ils avaient interrogé tout le monde évidemment sur cette qualification. Donc on a eu un petit peu peur qu'à un moment donné, les juges subissent cette pression des 35 avocats qui leur disaient voilà, c'est pas juste finalement si on commence déjà à qualifier de viol. Donc il y a eu vraiment un bras de fer. Moi, je peux vous dire, j'ai répondu à quasiment 30 interviews pendant cette période sur des radios, sur des télés en France et en Angleterre. Voilà, la BBC, Channel 4, enfin, énormément de médias s'intéressaient à ce sujet. Donc, je pense que cette pression médiatique, mais aussi populaire, hein, puisque s'il y a des audiences, c'est que, évidemment, les populations étaient très intéressées de comprendre ce qui se passait concrètement dans ce tribunal. On a aussi, je pense, eu cette responsabilité de dire que voilà, Gisèle Pelicot avait, elle, eu le courage de faire en sorte que ce procès soit public et qu'il fallait qu'on puisse avoir les preuves, puisque d'habitude, on n'a pas ces preuves-là. Alors, ce procès, il a mis en lumière la manière dont la pornographie influence les comportements masculins aussi. 90% des contenus pornographiques montrent des actes de violence physique et sexuelle. Vous y revenez beaucoup sur ce livre. Vous pensez que cette pornographie a un impact très fort sur la normalisation des violences ? Alors absolument. En fait, j'ai en effet souhaité revenir très longuement sur le sujet de la pornographie violente, puisque on l'a beaucoup décrit ces hommes comme des hommes avec des âges différents, des professions différentes, etc. Mais ce qu'ils ont à peu près en commun, ces hommes-là, c'est qu'ils consomment de la pornographie violente et que ça a un impact sur leur cerveau. Et c'est probablement ça aussi la grande leçon, c'est qu'il ne faut pas croire que ce n'est que du cinéma. La pornographie violente, en l'occurrence, il y a vraiment des femmes qui se font violer et petit à petit, il y a cette déshumanisation complète vis-à-vis de
des femmes, de la part des hommes, qui font que au moment où ils vont passer à l'acte, ils n'ont pas l'impression qu'ils commettent un crime. Et ils l'ont dit à de nombreuses reprises dans ce procès. Ils ont tous expliqué qu'ils n'avaient pas commis ce crime, alors qu'on a des vidéos, des preuves flagrantes de ce qui s'est passé, en fait. Oui, sur la déshumanisation, il y a aussi ce constat que finalement, ils ont exprimé des phrases innommables, comme c'est une victime qui ressemble à un cadavre, une victime non excitante. Donc, cette pornographie, c'est un vrai sujet. Est-ce qu'il y a une responsabilité collective de la société ? Ah ben absolument, parce que c'est pas normal qu'on puisse avoir accès à ces contenus, et encore plus de la part de nos adolescents, puisque c'est majoritairement des jeunes garçons qui ont accès à ces contenus avant l'âge de 13 ans, hein, pour la moitié d'entre eux avant l'âge de 13 ans. Alors vous imaginez comment ça peut faire complètement vriller leur cerveau sur l'avenir et sur les relations sexuelles qu'ils vont pouvoir avoir, puisqu'ils considèrent pour nombre d'entre eux que la violence fait partie inhérente de la sexualité et que même les femmes aiment ça. Alors, vraiment, il faut qu'on se mobilise et qu'il y ait cette fameuse éducation à la sexualité dès le plus jeune âge, mais qu'il y ait aussi une interdiction de pouvoir rentrer sur les plateformes. À la Fondation des femmes, par exemple, ça a été dit de très nombreuses fois. Il est quand même aberrant que des jeunes soient interdits de rentrer sur des sites pour jouer en ligne, mais pas sur des contenus pornographiques. Alors, le phénomène trop méconnu de la soumission chimique, c'est aussi le fil extrêmement conducteur de ce procès, hein, puisque Gisèle a été soumise à une soumission chimique pendant près de 10 ans par son mari. Pourquoi c'est si peu connu, si peu combattu en France, les médicaments comme mode opératoire ? C'est-à-dire ceux qui se trouvent dans notre pharmacie, hein, clairement. Oui, pour cette même raison, c'est que, comme vous l'avez dit, Gisèle Pelicot n'a pas le souvenir de ce qui s'est passé. Donc, par définition, en fait, elle n'a pas pu aller dénoncer les crimes qui ont été commis à son encontre. Il y a aussi un certain nombre de victimes qui, elles, ont une mémoire qui a été altérée par ces médicaments, donc ont des bribes, on va dire, de souvenirs, mais ne se souviennent pas dans le détail de ce qui s'est passé. Et il y a aussi un autre phénomène, parfois des victimes qui sont endormies avec l'impossibilité de réagir, mais qui, elles, sont conscientes de ce qui se passe. Et il y a une honte, malheureusement, énorme de la part de certaines victimes. Et il faut vraiment que ça change. Et je pense que ce procès permet aussi à ces victimes de se dire, bah oui, il y a des choses qui existent, il y a des organismes qui existent. On peut aussi faire des prélèvements de cheveux, où on va remonter sur plusieurs mois, voire plusieurs années, pour voir si on a eu un soupçon à un moment d'avoir été drogué, si c'est réel. Donc, malheureusement, c'est un sujet qu'on connaît très peu. Et je pense qu'on va le voir se développer dans les années qui viennent de nombreux cas. Alors ce procès, il a mis en lumière une triste réalité. Tous les hommes accusés dans ce procès ont presque tous nié systématiquement leurs actes, même confrontés à des preuves accablantes. Ça soulève une question cruciale. C'est d'abord le rôle des hommes dans l'accompagnement des victimes de violences sexuelles, leur rôle en tant qu'alliés, qu'on espère nous toutes assez fortement. D'après vous, quel rôle ces hommes doivent jouer dans la lutte contre les violences sexuelles ? Comment on peut à la fois les responsabiliser pour ceux qui ne reconnaissent pas la gravité des faits, mais aussi en les embarquant pour devenir des alliés actifs ? Alors, si on pense évidemment aux hommes dans la population française, pas de ces accusés, mais je pense que là, pour la première fois, il y a eu une réaction un peu épidermique de la part des hommes qui se sont dit, finalement, c'est hallucinant ce cas, ce procès et cette affaire Mazan. Et puis, il y a eu, pour une fois, on n'a pas eu ce phénomène qu'il y a d'habitude, c'est-à-dire de ne pas croire les victimes et de penser que des victimes peuvent aller accuser des hommes à tort. On sait très bien, il n'y a pas des hordes d'hommes qui croupissent en prison parce que des femmes les y auraient envoyés. Et donc, il faut arrêter vraiment avec ce mythe des fausses accusations. C'est moins de 2% par an, ce qui est à peu près la même chose que les autres crimes et délits. Donc, les femmes n'ont rien à gagner, elles ont tout à perdre en allant dénoncer les crimes sexuels dont elles ont été victimes. Donc pour la première fois, ces hommes se sont aussi dit que la réalité était tellement évidente qu'il fallait bien sûr croire Gisèle Pelicot, et puis se sont confrontés à l'horreur. Donc on a quand même aussi beaucoup d'hommes qui ont pris la parole sur ces sujets. On espère que ça sera un choc et qu'ils vont se mobiliser aussi pour l'avenir et qu'ils vont avoir aussi compris un certain nombre de phénomènes. Et j'espère d'ailleurs que le livre sera beaucoup lu par les hommes, parce que évidemment
évidemment, malheureusement, pour beaucoup de femmes, elles savent de quoi on parle. Gisèle Pelicot est devenue un symbole de la lutte contre les violences sexuelles. Sa force, sa détermination a été saluée unanimement en France. La BBC l'a distinguée, j'ai dit tout à l'heure, parmi les 100 femmes les plus influentes de l'année. Cependant, il y a un débat un peu inattendu qui a émergé au sein des mouvements féministes. Certains refusant d'ériger Gisèle Pelicot en héroïne. Parce que ce débat, c'est un débat autour de la question du discrédit d'autres victimes qui n'auraient pas ou qui ne pourraient pas, qui ne seraient pas à même d'avoir les mêmes réactions que celles qui ont marqué ce procès et que Gisèle Pelicot a exprimé. Quelle est votre vision, vous, sur ce dilemme ? Écoutez, moi je crois qu'il y a en effet plusieurs façon d'être victime. Je veux dire, une victime peut très bien être en colère, elle pourrait avoir envie d'hurler, comme Adèle Haenel, lors d'un procès, sortir avec fracas, etc. Bon, je rappelle quand même que Gisèle Pelicot est sortie 1 ou 2 fois où elle a entendu des horreurs en ce qui la concerne. Là, ce qui s'est passé avec Gisèle Pelicot, c'est absolument unique, puisque évidemment, toute la presse a parlé d'elle, on connaît son visage dans le monde entier. On a aussi besoin d'avoir des figures fortes, des héroïnes, des icônes, parce que c'est très compliqué pour toutes les femmes qui sont victimes, notamment toutes celles qui n'ont pas réussi à porter plainte ou qui n'ont pas eu de condamnation, les fameuses femmes classées sans suite. Et donc je pense que c'est très important aussi d'avoir à un moment donné une figure qui représente aussi toutes ces femmes. Alors la reconstruction après de telles violences, elle semble même parfaitement difficile et impossible, je dirais même. C'est un processus, on le sait, profondément complexe. Ce procès a affecté toute la famille, comme souvent d'ailleurs. La famille est profondément affectée par les violences qui touchent un des membres de cette famille. En l'occurrence, là, les 3 enfants, Caroline, Darian, Caroline, David et Florian et leurs épouses étaient au procès. Les épouses de Dorian et de Florian ont elles-mêmes été photographiées, comme Caroline. Sur ces faits, l'enquête n'a retenu que la captation et la transmission des images. Dominique Pelicot n'a rien reconnu. Pourtant, des questions subsistent. Est-ce que vous pensez que Caroline est la victime oubliée de ce procès ? Est-ce qu'on peut arriver à vivre avec une non-vérité ? Écoutez, Caroline Darian, en effet, elle l'a dit au procès, elle est la grande oubliée finalement de cette affaire. Il y a eu des images qui ont été retrouvées, mais qui ont été aussi envoyées sur les sites internet avec des montages, un fameux montage mère-fille, quand même assez inquiétant, où Dominique Pelicot a des propos absolument ignobles concernant sa femme et sa fille, enfin son ex-femme et sa fille. Donc on peut absolument comprendre qu'elle a cette conviction profonde d'avoir été abusée aussi et violée par son père, parce que ces photos, il faut quand même bien s'imaginer comment elles ont été prises, elle a été déshabillée, etc. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a toujours nié les faits, mais Caroline, elle a décidé de s'engager et de travailler sur la question des violences sexuelles et plus particulièrement de la soumission chimique avec une association qui s'appelle M'endors pas. Donc elle a un combat qu'elle va porter désormais pour, je pense, les années à venir, et elle représente aussi toutes ces victimes qui n'ont pas eu les preuves et qui n'ont pas pu voir leur agresseur condamné, et aussi à des victimes de violences sexuelles, mais aussi les victimes d'inceste. Merci Cynthia pour cet entretien et ce partage. Donc un livre à lire absolument, un livre pour comprendre et analyser les processus en œuvre dans notre société sur les violences sexuelles. Le procès de Mazan, la déflagration, aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup Muriel. Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Avec AGP, association d'assurés engagés et responsables.